Face à ce boom des crypto-monnaies, des crypto-actifs, faut-il mettre un peu le haut là, davantage travailler sur la réglementation, même je dirais accélérer? On en parle avec Simon Pellereau, avocat fiscaliste de formation. Il a fondé l'association Ethereum France. Il est l'ancien président de l'association de développement des actifs numériques l'ADAN et désormais donc directeur des affaires européennes de l'ADAN. Avec moi également Mathias Bacchino, directeur pour la France de Trade Republic. C'est une fintech européenne qui s'est lancée récemment en janvier en France à travers une application mobile pour simplifier l'investissement sur les marchés. Et vous êtes également membre du conseil d'administration du think tank économique, la Fondation Concorde. On va démarrer ensemble d'ailleurs, Mathias. Déjà peut-être pour nous donner une explication, faisons un petit peu de pédagogie encore sur les cryptoactifs. Comment expliquer ce boom que connaissent les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin ? Bonjour Delphine. Alors moi j'ai une explication peut-être plus personnelle là pour le coup, qui vaut ce qu'elle vaut. On en parlait avant l'émission avec Simon, mais on assiste depuis une dizaine d'années au déversement dans l'économie mondiale d'un océan de liquidités. Oui. Océan de liquidités déversé par les banques centrales, donc de la création de masse monétaire qui, si on prend les choses très simplement avec un peu de bon sens, quelque chose qui est de moins en moins rare a de moins en moins de valeur. Et donc les monnaies traditionnelles, confrontées à cet océan de liquidités, perdent peut-être un petit peu de leur valeur dans le regard que peuvent porter les gens, et la nature ayant horreur du vide, ces crypto-actifs, qu'on appelle parfois, sans doute à tort pour l'instant, des crypto-monnaies, prennent de la valeur. Alors, la crypto-monnaie, c'est un peu un raccourci parce qu'on ne parle pas uniquement effectivement de nouvelles monnaies électroniques qui vont devenir l'euro électronique ou le yuan électronique. On parle plus généralement de crypto-actifs, donc le Bitcoin en est un. Alors, avec la Fondation Concorde, nous, on s'est beaucoup intéressé au sous-jacent des crypto-actifs, qui est la technologie blockchain. Alors, la technologie blockchain elle-même, donc la chaîne de blocs, est porteuse d'énormément de progrès. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités quasiment infinies à l'utilisation de la chaîne de blocs, de la blockchain, dans des champs aussi larges que l'assurance, la santé, l'industrie. Et donc, l'Europe doit, vraiment, de manière très importante, et la France en tête, être à la pointe d'une réglementation favorable, sécurisante mais favorable, au développement de la technologie blockchain. Donc on différencie bien le sous-jacent technologique blockchain de l'utilisation crypto-monnaie qui en est faite parfois et qui là pose tout un tas d'autres questions. Mais l'essence même de la blockchain, c'est justement qu'il n'y ait pas de régulation. Moi, si j'ai bien suivi au démarrage, l'objectif, c'est vraiment de faire du pair à pair et que cette régulation soit de l'auto-régulation finalement. Et c'est peut-être ce qui explique d'ailleurs que la blockchain connaisse un tel succès populaire, non Simon ? Alors oui, ce qui différencie de façon très claire sur le plan technique, mais surtout sur le plan de l'usage, les cryptoactifs des autres actifs digitalisés, on va dire, numérisés, c'est effectivement cette capacité qu'ont les acteurs à appréhender directement ces actifs, à les utiliser en fait comme si c'était des actifs physiques. Un bitcoin, un ether ou n'importe quel autre cryptoactif, à la différence d'un euro que vous avez sur votre compte bancaire, vous pouvez directement interagir avec lui, vous pouvez décider de le détruire, vous pouvez le donner à quelqu'un, vous pouvez le mettre en garantie, tout ce que vous voulez, le payer des choses avec si vous le souhaitez. Vous pouvez faire évidemment la même chose avec vos euros, mais vous allez devoir passer par des intermédiaires. Vous allez devoir passer par Mastercard pour faire vos paiements, vous allez devoir passer par votre banque pour gérer votre compte bancaire, débloquer etc. De l'argent, ouais. Et tout ça parce que en fait, le support technique ne permettait pas en fait, tout simplement de faire cette appréhension directe. Comme on a effectivement la blockchain qui permet maintenant l'appréhension directe des actifs numériques une fois qu'ils sont numérisés sur une blockchain, il y a quand même cette étape importante qui prend un peu de temps, effectivement on a une appréhension directe. Et c'est quelque chose qui a d'abord été une révolution technologique avant d'être une révolution financière, même si évidemment les deux sont intrinsèquement liés, puisque c'est pour cette révolution financière. Est-ce que c'est compatible aujourd'hui de parler de régulation sur la blockchain ? Alors, oui, on peut parler de régulation. Alors, on ne va pas parler de régulation de la blockchain elle-même, parce que la blockchain, c'est un support technique, encore une fois, donc ça peut, avec des usages très divers, on va plutôt réguler, évidemment, les usages.
Donc, des usages qui peuvent être effectivement autour des cryptoactifs et autour d'autres activités. Nous, on se concentre évidemment sur les cryptoactifs à l'ADAN, puisqu'on est Association pour le développement des actifs numériques. Et effectivement, ces actifs, vous avez quand même, on les achète, on les vend, et donc il y a des intermédiaires qui existent, des prestataires de services qui vous permettent d'accéder à ces actifs, de les conserver, de réaliser des opérations de marché. Et ces acteurs-là, évidemment, voilà, aucun problème. Ces acteurs-là, évidemment, n'ont pas de raison finalement d'être en dehors de toute réglementation. Au contraire, plus l'usage se développe, plus aussi les risques donc se plus on va arriver des intermédiaires qu'il va falloir encadrer, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Mathias Bacchino, est-ce qu'aujourd'hui, vous appelez ça, j'ai vu, c'était la seconde révolution d'Internet, est-ce que vous avez le sentiment que cet emballement, il part un peu dans tous les sens et qu'on ne sait plus tellement de quoi il s'agit? On ne comprend pas très bien ce qui se passe en ce moment sur les marchés avec les cryptoactifs. Oui, on est au début d'un phénomène, donc comme souvent, il y a énormément d'incompréhension, d'incertitude. On ne sait pas où ça va, oui, à quoi ça va servir, est-ce que ça va remplacer les monnaies? Et comme le disait tout à l'heure très justement Simon, qui était capable de valoriser Google en 98? Donc bon, voilà, il y a toute cette phase de découverte dans laquelle on est. Moi, j'identifie aujourd'hui 3 enjeux un peu clés sur ce développement du marché des crypto-monnaies. Un enjeu de sécurité autour de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'évasion fiscale par le biais des crypto-monnaies. Donc ça, c'est un sujet absolument majeur pour notre sécurité à tous, d'ailleurs. Donc ça, c'est un enjeu souverain. Exactement. La lutte contre... le renforcement, je dirais, de la protection des épargnants. C'est un sujet qui m'est cher. Moi, en tant que spécialiste du secteur financier, je travaille dans l'intermédiation financière depuis une dizaine d'années et c'est un enjeu absolument clé, celui de la formation des épargnants et de leur protection. On ne peut pas accepter qu'un investisseur qui n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de faire se retrouve à spéculer sur un cryptoactif extrêmement volatile. Donc ça, c'est un sujet majeur. Donc là, c'est quoi? C'est un devoir d'information? Oui, c'est un devoir de formation et d'information. Ouais. L'information, à mon sens, ne suffit pas. Il faut que la réglementation s'intéresse au devoir de formation des intermédiaires, des prestataires de services en actifs numériques. Ça, c'est un point essentiel. Et le troisième sujet, c'est celui de la lutte, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de réglementation ici, mais de la lutte contre les activités en France de prestataires non européens, c'est-à-dire d'acteurs basés dans des pays tiers qui ne respectent pas. Pour remettre des frontières. C'est impossible, vous me direz, dans l'univers numérique. On a réussi à limiter le marketing et la publicité pour les CFD, par exemple, dont on sait que 85% les produits dérivés à fort effet de levier, de gré à gré. Donc des produits qui étaient... vous savez, on a tous vu ces publicités sur des sites internet grand public, devenez trader en 20 minutes, gagnez 5 000 € par mois facilement. Voilà, la lutte contre ce type de publicité-là est un enjeu absolument considérable aussi, particulièrement quand il concerne des acteurs non européens et donc non réglementés. La France a déjà commencé à réguler les cryptoactifs. Tout à fait. On pourrait même dire que la première phase de réglementation est achevée. Depuis le 18 décembre de l'année dernière, tous les acteurs qui s'intermédient pour l'accès aux cryptoactifs ou la sécurisation des cryptoactifs doivent s'enregistrer obligatoirement auprès de l'AMF et de l'ACPR, donc les 2 autorités de réglementation financière. Donc ils ont quel statut? Alors, ils ont un statut qu'on appelle le prestataire de services sur actifs numériques. Donc, ils rendent des services sur les cryptoactifs, ce qu'on appelle actifs numériques en droit français. D'accord. Et l'enregistrement couvre essentiellement 2 phases critiques. C'est la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc très important. Il y a un dispositif à mettre en place pour s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment, pas de financement du terrorisme. Et c'est contrôlé par la CPR avant. Donc vous ne pouvez pas commencer votre activité tant que ça n'a pas été, il n'y a pas le tampon de la CPR. Et puis on vérifie les dirigeants. Il faut forcément avoir un agrément en France, donc avoir un siège social en France? Alors il faut avoir une présence en France, il faut s'enregistrer en France. Donc il faut forcément avoir un représentant en France qui va gérer tout l'aspect justement. Qui on va éventuellement pouvoir se retourner. Exactement. Et qui va fournir le dossier, qui va porter la responsabilité finalement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conditions qui sont imposées pour obtenir l'agrément? Alors c'est essentiellement. Alors
Justement, c'est un double système, c'est assez particulier. Donc, vous avez un enregistrement obligatoire qui couvre lutte contre le blanchiment et un petit peu la respectabilité des dirigeants, la formation des dirigeants. Donc, être sûr que voilà, on n'a pas affaire à quelqu'un qui a fait des arnaques par ailleurs, des choses comme ça, et qui donc comprennent pas de casier judiciaire, c'est ça? Voilà, en gros, qu'il n'y a pas eu de condamnation, mais aussi qu'il y a quand même un niveau de connaissance, de compétences suffisant pour gérer une affaire comme un prestataire de services sur actifs numériques. Et puis, vous avez une partie qui est pour l'instant optionnelle, mais qui sera amenée à devenir obligatoire au moment de la finalisation du projet de réglementation européenne qui est en cours, dont on va parler, j'imagine. Là, on est sur toutes les règles de fonctionnement de marché pour être sûr qu'il n'y a pas de manipulation de marché, la ségrégation des fonds, enfin toutes les règles qui s'appliquent en fait. C'est très inspiré de la réglementation financière. On va essayer de, comme on est sur des intermédiaires qui contrôlent les actifs pour vous, on n'a pas vraiment de raison d'appliquer des règles complètement différentes de celles qu'on applique à des intermédiaires financiers. Peut-être inadaptées à ce nouveau marché ou trop lourdes pour des acteurs naissants et 100% numériques? Alors, ça, c'est un point très important, c'était la proportionnalité du régime. Oui. Donc la France a essayé de faire le régime le plus proportionné possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, la France et l'Europe, de façon générale, est un peu plus balbutiante dans le développement de son industrie par rapport aux États-Unis ou à l'Asie. Donc l'idée, c'était, on encadre, mais on permet quand même aux petits acteurs de se développer avec des petites équipes, etc. Donc, c'est un équilibre difficile parce que la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, par exemple, les mesures à mettre en place sont lourdes, quelle que soit la taille de votre activité. Donc évidemment, il y a une proportionnalité, mais ça reste quand même des règles. Il y a des règles sur lesquelles on ne peut pas transiger, évidemment. Et ça a posé un petit peu de problème au départ, puisque, comme vous l'avez dit, les actifs numériques se comportent de façon un peu différente des actifs financiers traditionnels. Les dispositifs du coup de lutte contre le blanchiment ne sont pas les mêmes. Et ça a été une construction. Il a fallu que la CPR, notamment, se forme un peu avec les acteurs. Et ça a pris du temps. Donc on a eu un petit retard au démarrage qui a été un peu compliqué à gérer pour les acteurs. Et là, aujourd'hui, Mathias Bacchino, est-ce que cette réglementation française permet à une fintech de dire, effectivement, maintenant, je suis dans un cadre rassurant qui va me permettre de proposer à mes clients de faire des investissements dans ces cryptoactifs? En fait, je dirais que ce qui est important dans la mise en place de cette réglementation, c'est la proportionnalité, comme le disait très justement Simon, mais pas uniquement. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que ce qu'on pourrait appeler les bons élèves, c'est-à-dire les intermédiaires financiers traditionnels, qui donc sont soumis à la réglementation européenne MiFID, soient découragés, entre guillemets, d'un traitement qui ne serait pas juste entre les nouveaux acteurs des crypto-monnaies et les acteurs traditionnels. Donc ça, c'est un point, il faut une proportionnalité, oui, par rapport aux spécificités des nouveaux acteurs, mais aussi qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, je dirais, réglementaire par rapport aux ma question, c'est est-ce que là, cette réglementation, avec cet agrément qui a été mis en place en France, permet de se lancer dans l'investissement en France de manière rassurante? Oui, c'est-à-dire que il faut bien choisir son prestataire, ça c'est un point essentiel. Comment on vérifie s'il a l'agrément? Alors il y a une liste sur les sites de l'AMF, une liste officielle d'acteurs enregistrés, il y en a une 17. Où il peut l'afficher lui-même dans sa communication. L'afficher dans sa communication. Mais on peut aller vérifier sur le site de l'AMF. Exactement. C'est plus prudent peut-être. C'est un point absolument essentiel. Les dispositifs mis en place par l'AMF et la CPR sont d'ailleurs trop peu connus en France. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut appeler, qui est celui de l'AMF et de la CPR, pour vérifier avant de faire un placement nouveau sur un site qu'on ne connaît pas. Voilà, il y a un numéro qu'on peut appeler pour vérifier cela. On pourrait imaginer aussi, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais il existe un médiateur de l'AMF, il existe un médiateur de l'assurance. On pourrait imaginer la création d'un médiateur des cryptoactifs, un médiateur des actifs numériques qui serait dédié à la résolution et au soutien des épargnants dans ce nouvel univers. Donc oui, le cadre mis en place en France est plutôt en pointe par rapport à de nombreux autres pays du monde. On voit d'ailleurs ces derniers jours la Chine, mais aussi les États-Unis avec la SEC, déclarer vouloir davantage réglementer ce secteur. Donc la France, je dirais, est plutôt en pointe, il faut le reconnaître. Donc c'est sans doute l'un des pays au monde où l'on est le plus sécurisé. En revanche, c'est encore loin d'être complètement suffisant, parce qu'il y a encore aujourd'hui, évidemment, beaucoup trop de particuliers peu formés, qui se retrouvent hameçonnés par Internet à des sites pas forcément réglementés, eux, pour le coup, et sans avoir les moyens immédiats. Donc il y a un travail de diffusion grand public
de l'information qui est absolument essentielle et qui sera probablement à la charge des grands acteurs traditionnels ou des fintech réglementés comme Trade Republic. Alors, est-ce que cette réglementation autour des acteurs, des prestataires de services autour des cryptoactifs en France peut servir de modèle pour l'Europe? Est-ce qu'on s'oriente vers ça d'ailleurs, Simon Pelleroux? Alors, oui, je dirais oui et oui. Super. Puisque, en fait, il y a un projet de réglementation européen qui est sorti en septembre de l'année dernière, qu'on appelle MiCA, pour Markets in Crypto Assets. Donc, c'est vraiment la traduction littérale de PSAN. Et pour le coup. PSAN, P-S-A-N. Prestataire de services sur actifs numériques. Et donc, ce régime est extrêmement inspiré du régime français. Donc il va à peu près réglementer les mêmes choses, donc les acteurs, les émissions d'actifs, avec une petite spécificité, parce que c'est le sujet vraiment un peu politique à la mode, c'est les stablecoins, donc les représentations d'euros et de dollars sur blockchain, qui sont en plus par rapport à ce qui était sur la réglementation française. Mais c'est un projet qui vise vraiment à unifier les règles de marché. C'est très important dans toute l'Europe parce que pour l'instant, chaque pays a fait un peu sa sauce. Donc vous avez des pays qui ont assimilé les cryptoactifs à des titres financiers, des pays qui n'ont rien fait, des pays comme la France qui ont un régime ad hoc. Et donc on est un petit peu dans la cacophonie réglementaire aujourd'hui. C'est très compliqué pour un acteur d'opérer dans toute l'Europe. Là, on a un nouveau modèle basé en plus sur ce qu'on a fait en France. Donc ça va beaucoup aider nos acteurs français, qui est en cours de développement, même si, bon, voilà, Et donc, globalement, l'écosystème est plutôt favorable à cette réglementation en cours au niveau européen? Oui, parce que ça apporte beaucoup de clarté. Ça fait un peu le ménage, c'est ça? Ça fait le ménage, évidemment, sur les mauvais acteurs, parce qu'il y en a, il faut le dire. Et ça permet aussi de légitimer la profession vis-à-vis des banques, par exemple? Alors, effectivement, vis-à-vis des banques, c'est toujours un peu compliqué. C'est ce que j'avais compris la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Parfois, on est à la limite de la concurrence. Enfin, on est d'ailleurs, sur certains aspects, assez concurrencés. Mais ce sont des actifs qui, pour l'instant, n'ont pas été appréhendés par les banques de façon... Alors, c'est en train de changer, hein, je le souhaite. Mais pour l'instant, ont plutôt été mis au banc par les banques parce que c'est quelque chose d'assez... difficile et un peu différent à comprendre que le reste des actifs numériques. C'est quelque chose qui n'est pas sous leur contrôle par nature. Et donc, il y a eu une sorte d'opposition et puis, du coup, un nouveau marché qui se développe à côté avec des acteurs qui deviennent très gros, hein, Coinbase, plusieurs dizaines de milliards, parfois plus gros que certaines banques, donc. Et donc, tout un système autour, un peu financier, un peu... voilà, c'est une nouvelle catégorie d'actifs. Et donc, pour l'instant, il y a beaucoup de méfiance et beaucoup de difficultés. Alors, on espère que cette réglementation pourrait aider le dialogue avec les banques. On le souhaite. Les institutions financières classiques, on va dire. Alors, pour l'instant, la réaction de la Fédération bancaire française à la réglementation française a été plutôt tiède, pour être... c'est un euphémisme. Mais on espère que, justement, cette montée au niveau européen, qui va vraiment unifier le marché et puis, du coup, faire venir aussi de la concurrence d'autres pays d'Europe, va plutôt faire réagir le secteur financier français. Vous disiez au tout début là, de ce talk que c'était peut-être un moment important pour la France, qu'il y avait une carte à jouer, la France et même l'Europe sur cette réglementation. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on aurait à apporter de spécifique par rapport au reste du monde? On l'a vu dans d'autres secteurs d'activité. Quand on met en place les standards internationaux, on a un coup d'avance. Et donc, si on est capable avec la France, qui a une forte capacité réglementaire, c'est le moins qu'on puisse dire, si on pouvait mettre cette capacité réglementaire qu'a notre pays au service de l'innovation, eh bien, on serait capable de favoriser, il faut le dire, des acteurs nationaux. En l'occurrence, là, on réfléchit plutôt à l'échelle européenne désormais, puisque la France a été leader en Europe et désormais, c'est à l'Europe d'être leader dans le monde. Si on est capable de mettre en place les standards internationaux de gestion de cet écosystème, eh bien, on sera capable, pour nos acteurs, de les déployer plus facilement à l'international. Le secteur de la blockchain, de la technologie blockchain et aussi des cryptoactifs est un secteur éminemment mondial. Et donc, si on est capable de déployer ces acteurs grâce à notre réglementation, ce sera un point fort. Juste pour réagir à ce que disait Simon juste avant, en un mot, vite fait. Les grandes banques et les grands assureurs ne laisseront pas la place facilement. Et donc, il faut effectivement tenir bon. Ça a été le cas pour des acteurs comme Trade Republic, acteurs de la fintech, épargne,
où il faut tenir bon face à ces acteurs historiques établis. Et j'encourage donc les acteurs de la DAN à faire de même. Bon, c'est bien, vous êtes plus forts ensemble. Juste, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais avoir un mot de réaction de votre part sur le Bitcoin et toute cette polémique autour de la pollution qu'il crée et surtout du tweet, encore un tweet d'Elon Musk qui a fait chuter d'un seul coup le cours du Bitcoin. Il a aussi annoncé qu'on ne pouvait plus acheter de Tesla en Bitcoin. Bon, après, il est un peu revenu sur l'idée qu'il allait se désengager de sa propre réserve. Oui, alors bon, Elon Musk, c'est beaucoup de bruit, ça c'est sûr. Ouais. On ne sait jamais très bien dans quelle direction il part, mais c'est vrai que... mais est-ce que cette polémique autour de la pollution du Bitcoin peut faire du mal à ce cryptoactif? Alors, je pense, oui, ça peut faire du mal parce qu'effectivement, la consommation énergétique, de façon générale, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Surtout le type d'énergie produite. Si on utilise du charbon, du pétrole pour produire l'énergie, pour refaire tourner le Bitcoin, ça devient un petit peu compliqué. On sait aujourd'hui que la situation est loin d'être idéale. On a une répartition énergétique qui utilise partiellement les énergies renouvelables, mais pas uniquement. Donc il va falloir prendre ce sujet à bras-le-corps. Donc ce sujet va être pris à bras-le-corps, il va être pris à bras-le-corps par l'industrie, il est déjà pris à bras-le-corps en réalité, et degré ou de force, je dirais, parce que là, une des grandes annonces aussi de ces derniers jours, les choses, alors. Ça a été la Chine qui interdit le minage avec le charbon et le Bitcoin. Donc ça, voilà, on a beaucoup d'éléments qui apparaissent, qui viennent un petit peu faire évoluer le marché. Sans doute le sujet d'un autre talk dans Smart Tech, le Bitcoin et la pollution. En attendant, on a parlé réglementation. Merci beaucoup Simon Pollereau, directeur des affaires européennes de la DAN, et Mathias Bacchino, directeur France de Trade République. Juste après la pause, on va parler de la protection de nos données personnelles.